Bien, bonjour à toutes et tous. Je suis moi aussi ravie, je vais faire vite parce qu'on est en retard, comme on a déjà dit. On ne va pas courir tout le temps, on vous rassure. L'idée, c'est aussi qu'on prenne le temps des échanges, mais il y a le repas qui est notre repère ce matin. Ravie de vous voir, ravie de voir la réalisation de ce travail collectif depuis un an. Et c'est une vraie joie de vous recevoir ici. Je voulais saluer aussi les participantes et participants qui nous viennent de La Réunion, de Côte d'Ivoire aussi, et d'Algérie, voilà, qui sont bien arrivés. On est ravis de vous recevoir toutes et tous et que vous ayez fait bon voyage. Alors, je me charge d'emblée de présenter notre table ronde, notre première table ronde, les recherches participatives. Pourquoi et comment? On va lancer une amorce avant les échanges de cet après-midi plus horizontaux, une amorce qui va aussi être dans l'échange dès ce matin. On va vous expliquer un peu la forme qu'on a choisie avec les conférencières et conférenciers. Et donc, on va partir à la fois d'une expérience qui est celle d'ATD Quart-Monde que Pascal Budin va nous présenter et d'une proposition aussi à la fois de retour d'expérience sur la notion d'engagement dans les recherches participatives et sur une forme de typologie proposée à la discussion finalement ce matin par Benoît Urgeli. Donc j'ai le plaisir de vous présenter, je prends mes petites notes, nos deux intervenants et intervenantes. En commençant par Pascal Budin. Merci beaucoup pour votre présence ce matin. Économiste de formation, engagé dans le mouvement ATD Quart-Monde depuis 1989. Vous avez enseigné pendant 10 ans à l'école de management de Strasbourg, dans le cadre de l'axe RH du bachelor Affaires internationales. Ça devient un peu technique, moi je ne suis pas de ce domaine, donc je lis. Et vous avez rejoint il y a 4 ans donc, l'équipe des ateliers du croisement des savoirs et des pratiques, et vous en êtes la coordinatrice et une formatrice. Vous accompagnez depuis 3 ans le pilotage du projet expérimental « Osons les savoirs d'expérience et de l'exclusion ». Et je vais présenter Benoît par la même occasion. On essaiera de faire à la fois des échanges entre vous et avec la salle. Donc Benoît qui est chercheur en sciences de l'éducation donc, à l'Université Lumière Lyon 2, professeur agrégé à l'École normale supérieure. Et parce que je ne vais pas faire semblant de vous voyez, tes études doctorales ont porté sur des logiques d'engagement des professionnels dans l'enseignement de l'évolution climatique récente. Alors, avec une expérience, donc tu ancres aussi cette recherche dans l'expérience de professeur du secondaire depuis plus de 20 ans, en lycée et dans les grandes écoles, en lycée général et en collège spécialisé. Et donc, depuis 2010, tu t'intéresses à la formation scientifique des enseignants de l'école primaire et secondaire. Donc voilà, ça vous ancre un petit peu les deux expériences et paroles de nos conférencières et conférenciers. On va démarrer tout de suite avec Pascal Budin sous la modalité suivante. On va faire des interventions à peu près de 8-10 minutes. Ensuite, on vous proposera dans la salle de vous tourner vers vos voisines et voisins, d'échanger sur ce que vous venez d'entendre. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça résonne avec ce que vous vivez dans vos expériences? Parce qu'on est tout à fait conscient aussi du fait que les connaissances, elles sont dans la salle aussi. Donc, on aimerait que vous puissiez parler entre vous, éventuellement faire un retour au niveau des intervenants et intervenantes. Et on fera ça 2 ou 3 fois en première partie. Ensuite, on aura l'intervention de Benoît et je vous expliquerai la modalité de participation à ce moment-là. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très honorée d'être devant vous pour intervenir au nom du mouvement ATD Quart-Monde. Donc, je vais vous partager une expérience de recherche participative qui a été menée pendant 4 ans, entre 2018 et 2022, dans le cadre de ce qu'on a appelé l'espace collaboratif croiser les savoirs avec toutes et tous. Et avant de présenter cette expérience, j'ai trouvé que c'était important d'introduire cette question à partir de l'expérience d'ATD Quart-Monde. Parce que cette question de la recherche participative, pour nous, elle est intimement liée à notre histoire. Donc je fais un petit retour historique. Rassurez-vous qu'il ne va pas être trop long. Donc ATD Quart-Monde, c'est une ONG internationale qui existe depuis 1957, qui est engagée dans la lutte contre la pauvreté et les exclusions. Au démarrage, on parlait de lutte contre la misère. Aujourd'hui, les termes ont un peu évolué, mais c'est quand même une notion qui reste très importante, cette question de la grande pauvreté et de la misère. Et pour l'accès de tous aux droits fondamentaux. C'est vraiment là aussi quelque chose qui est dans notre ADN, si je puis dire, depuis le démarrage.
Cette association, cette ONG, elle est composée de personnes de toutes origines sociales, culturelles, dont notamment des militants, des personnes qu'on appelle militantes quart-monde, qui sont des personnes ayant l'expérience de la pauvreté et engagées dans le mouvement ATD quart-monde ou dans d'autres associations dans leur quartier pour défendre leurs droits et aussi celui des personnes qui vivent dans les mêmes conditions de vie. Des volontaires permanents qui s'engagent dans la durée auprès des populations concernées et des alliés qui sont dans un engagement que l'on appelle en société. Donc c'est mon cas. Donc des personnes qui n'ont pas connu la pauvreté mais qui s'engagent, qui sont solidaires avec les personnes en situation de pauvreté. L'association, le mouvement ATD quart-monde est né en 1957 dans un bidonville et dans le camp des sans-logis à Noisy-le-Grand. Et ça fait partie de, non seulement de l'histoire, mais d'un ancrage. Ce mouvement, il a démarré par une vie partagée du fondateur et de volontaires permanents qui sont venus s'installer dans le bidonville auprès des populations et qui ont commencé à agir avec les familles du camp. Cette présence engagée, elle s'est traduite par des actions dont je vais parler un peu plus après, et avec une ligne directrice, un fil rouge qui est d'agir avec les personnes et non pas pour les personnes. C'est vraiment quelque chose qui nous caractérise depuis le début. Et quand on parle de recherche participative, bien évidemment, pour nous, cette question-là, elle ne peut pas avoir de sens sans la présence de personnes en situation de pauvreté. Quand il s'agit de recherches qui les concernent, qui peuvent concerner leur vie, leurs conditions de vie, leur mode de vie, etc., ou leur situation. Le mouvement ATD quart-monde est fondé sur un triple refus. Le refus de la fatalité de la misère. Voilà. Quand on dit que la misère n'est pas fatale, c'est que l'homme peut la combattre et donc c'est notre engagement. Le refus de la culpabilité qui pèse sur les personnes qui sont dans cette situation qui subissent la misère, qui sont en situation de pauvreté. Culpabilité quand on parle par exemple quand on dit que les personnes qui n'ont pas d'emploi, qui sont au chômage, sont responsables de leur situation et qu'il suffit de traverser la rue pour trouver du travail. Voilà. Et surtout, en particulier, le refus du gâchis humain provoqué par la misère. Et c'est là, je vais peut-être insister un peu plus sur cet aspect-là, parce que c'est de là que démarre en fait la question pour nous des recherches participatives. L'expérience de vie, l'expérience de combat des personnes qui vivent en situation de pauvreté, elle peut nourrir, contribuer à la lutte contre la pauvreté. Elle peut contribuer à mettre en place des lois qui vont être plus efficaces. Et donc c'est en cela qu'on parle de gâchis, quand on se prive de la pensée, de la parole, de la contribution des personnes en situation de pauvreté. Et je citerai juste quelqu'un que j'aime bien, Nelson Mandela, qui disait « Tout ce que tu fais pour moi, sans moi, tu le fais contre moi ». Donc c'est un peu cette idée que si on ne fait pas participer les personnes à tous les échelons de l'action, y compris au niveau de la recherche, on se prive quelque part d'une richesse et d'efficacité. On a 3 types d'actions qui sont des actions de terrain, l'Université populaire quart-monde, les bibliothèques de rue, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet-là, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. On a aussi des actions de sensibilisation de la société pour lutter contre les discriminations et des actions de sensibilisation des pouvoirs publics pour justement avoir une influence sur les lois, les réglementations. Donc on a un plaidoyer qui se construit à partir du savoir des personnes, de l'expérience des personnes. Et puis, depuis le début du mouvement ATD quart-monde, il y a un travail de connaissance qui s'est effectué. Un travail de connaissance qui a commencé par
l'engagement de personnes qui vivaient dans le camp de Noisy à écrire ce qu'ils voyaient, écrire ce que disaient les gens, pour garder trace, pour garder mémoire, pour faire histoire. Et à partir des années 80, ATD Quart-Monde a commencé à interpeller des universitaires, des chercheurs, sociologues, psychologues, qui sont venus travailler avec ces permanents pour essayer de mieux comprendre quels étaient les ressorts, quelles étaient les conditions de vie, qu'est-ce qui faisait que la pauvreté s'installait durablement, et qu'est-ce qu'on pouvait faire pour y travailler. Et lors d'un colloque en 1980, Joseph Wresinski, le fondateur d'ATD Quart-Monde, a nommé 3 sources de savoir: l'étude, la pratique et l'expérience de vie en situation de pauvreté. Et il a interpellé les chercheurs en disant: réhabiliter, soutenir, aider à se développer, à se consolider de nouvelles démarches de connaissances, réussir la collaboration entre chercheurs, population paupérisée et équipe d'action, c'est, nous semble-t-il, le rôle clé que le Quart-Monde signifie aux chercheurs universitaires. Donc dès cette époque, il y avait cette intention de pouvoir participer, faire participer les gens, les personnes, dans des recherches participatives, dans la recherche. À la suite de cela, 2 programmes de recherche, action, formation ont vu le jour dans les années 80. Le premier s'appelait Quart-Monde Université et a posé les bases de ce que c'était qu'un savoir issu de la pauvreté. Le second s'est appelé Quart-Monde Partenaire, et là, il a posé les bases d'une démarche qui, aujourd'hui, est celle que nous menons dans le cadre de ces recherches participatives, qui s'appelle le croisement des savoirs et des pratiques. Ces programmes ont impliqué 3 types d'acteurs: des universitaires, des praticiens professionnels et des personnes ayant l'expérience de la pauvreté et qui participaient aux universités populaires Quart-Monde. Ça a donné lieu à l'écriture de 2 livres, Le croisement des savoirs, puis Le croisement des pratiques, aujourd'hui réunis en un seul, et à l'écriture d'une charte qui est le fondement en fait, de la démarche du croisement des savoirs et des pratiques. Alors, ce croisement des savoirs et des pratiques, en quoi ça consiste ? Il y a une visée générale qui est de construire une société plus juste en associant pleinement les personnes ayant l'expérience de la pauvreté. Ça, c'est la visée, je dirais, long terme, globale. Ensuite, il y a des objectifs qui sont posés pour chaque expérience de croisement des savoirs et des pratiques. Il y a aussi un certain nombre de... je vais à l'envers. préalables qui sont nécessaires pour la mise en œuvre de cette démarche. Le premier préalable, c'est que les participants soient tous porteurs d'une volonté de changement. C'est parce qu'on constate qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la société, qui ne va pas, par exemple, pour des praticiens, des professionnels qui travaillent aux côtés des personnes en situation de pauvreté, pour des chercheurs qui se posent des questions auxquelles ils n'arrivent pas à trouver de réponse. À partir de ce moment-là, on a envie de changer quelque chose et on peut rentrer dans cette démarche. C'est aussi accepter que chacun est porteur de savoirs indispensables et que c'est par le croisement, alors bon, le croisement c'est facile, mais la confrontation, mais aussi l'expérimentation de travailler ensemble autrement, qu'on peut arriver à lutter de manière plus efficace contre la pauvreté. Et enfin, le troisième préalable, c'est d'accepter un cadre de travail particulier, contraint, rigide parfois pour certains, mais qui permet de créer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a ce cadre qui est posé, à l'intérieur de ce cadre, on peut travailler de plein de manières différentes, sur plein de sujets différents, plein de thématiques, et avec des groupes de personnes, très différents. La seule condition, c'est qu'il y ait des personnes en situation... La principale condition, c'est qu'il y ait des personnes en situation de pauvreté dans ce travail. Et on dit que c'est une démarche parce que ce n'est pas figé et aussi parce qu'à chaque fois, on se pose les questions de quelles sont les conditions à mettre en place pour atteindre l'objectif divisé. Les conditions en termes de, par exemple, de quel savoir on a besoin. Et donc, comment on va chercher les personnes qui sont détentrices de ce savoir. Comment est-ce qu'on travaille l'animation pour permettre la co-construction, le croisement. Cette démarche, elle a 3 champs d'application, celui de la recherche, celui de la formation, celui de l'action.
Au niveau de la recherche, je vous donne un exemple qui n'est pas celui qu'on va travailler, mais il y a eu une recherche sur les dimensions cachées de la pauvreté qui a été menée pendant 3 ans, entre 2016-2019, par l'Université d'Oxford et ATD Quart Monde, et avec une implication dans 6 pays, 3 pays du Sud, 3 pays du Nord, dont la Tanzanie, en Afrique. La formation, au niveau de la formation, c'est à travers des co-formations entre des professionnels et des personnes en situation de pauvreté qui se forment ensemble pour mieux agir, qui donc vont prendre du temps pour déconstruire les représentations de chacun, de chaque groupe, et puis reconstruire quelque chose qui sera de l'ordre d'un savoir nouveau, d'une manière nouvelle de travailler ensemble. Et enfin, on a aussi des actions territoriales qui permettent de faire participer les personnes en situation de pauvreté dans tous les domaines de la vie qui les concernent. Voilà, c'est un peu pour poser le cadre. Cette démarche du croisement des savoirs, elle est à la base de notre implication dans la recherche participative. Je m'arrête là pour le moment, on continuera après. Merci beaucoup. Du coup, la proposition, c'est que vous vous tourniez vers vos voisines et voisins, que vous preniez un petit temps d'échange pendant 5 minutes à peu près pour voir est-ce que ça vous inspire, est-ce que ça vous parle. Il y a la question de ce qu'on refuse, il y a la question du monde auquel on veut contribuer, il y a la question de la place de la science dans tout ça. Il y a beaucoup de choses dans déjà cette introduction. Merci beaucoup. Et qu'on puisse ensuite prendre 1 ou 2 retours de la salle, pas forcément sous forme de questions, ça peut être une question, mais ça peut être aussi témoigner de la discussion que vous venez d'avoir entre vous. Voilà, je vous interromprai dans vos échanges dans 5 minutes. Donc je me permets de reprendre la parole pour vous proposer d'avoir 1 ou 2 retours de la salle maintenant par rapport au début de la présentation de Pascal Budin, puis on aura la suite de la présentation. Est-ce qu'il y a un groupe qui a envie de témoigner de ces échanges ? Ou de poser une question. Oui, on a des micros. Je peux parler fort aussi. C'est pour l'enregistrement. Bonjour, du coup. Dans notre groupe, on a eu des échanges sur... vous avez parlé de la déconstruction des représentations. On se disait que pour les personnes qui ont été en situation de pauvreté et qui sont dans ces groupes de travail, ça devait être quelque chose de particulier, puisqu'en recherche, on déconstruit des objets de recherche, mais qui ne sont pas ce qu'on a vécu nous. Alors comment on fait, enfin, quelles sont les méthodologies utilisées ? Est-ce qu'il y a des enjeux éthiques pour les personnes concernées qui rentrent dans ces dispositifs-là, de réfléchir à leur situation, peut-être vécue en ce moment ou peut-être qu'ils ont vécu. Voilà, peut-être qu'on s'arrête là parce qu'on a écrit plein d'autres choses, mais c'est une première question. Alors c'est sûr que c'est un enjeu. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de méthodologie, mais c'est un point d'éthique très important, le fait de permettre ce travail de confrontation. Alors, j'ai parlé de déconstruction, mais c'est de la confrontation d'une manière plus générale, parce que c'est de la confrontation que naît la discussion. Et si on est tous d'accord, on ne va pas avancer bien loin. Donc voilà, c'est par ça qu'on commence en général. Et il y a 2 points très importants qui permettent ça, qui permettent de garantir que les personnes soient, en sécurité, qu'elles puissent aller au bout de leur réflexion, qu'elles puissent contribuer et au-delà de leur propre avis, expérience personnelle, construire une parole collective. Parce que c'est la construction de la parole collective, c'est un premier point. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un groupe, dans un travail en croisement des savoirs, à s'interpeller de personne à personne, entre chercheurs, praticiens, praticiennes et personnes en situation de pauvreté, mais on construit une parole collective et c'est les paroles collectives qui se confrontent. Donc déjà, il y a une prise de distance, d'une certaine manière, et ça se fait à travers les groupes de pairs. Alors, j'en dis pas plus pour le moment parce que ça va être l'objet de ma dernière partie, en fait. J'ai choisi de travailler, d'insister sur cette question des groupes de pairs. Et le deuxième point qui est très important, c'est la question de l'animation.
Quand je parlais tout à l'heure d'un cadre particulier, très construit, c'est un cadre d'animation qui va permettre justement que les paroles se croisent, que les idées se croisent, que dans le respect de chacun, voilà, avec des techniques d'animation qui existent par ailleurs. On n'a rien inventé en matière de pédagogie, mais c'est une pédagogie qui est assurée par des animateurs qui vont permettre la prise de distance, la prise de recul, la confrontation dans la bienveillance et un certain nombre d'étapes qui vont permettre d'aller jusqu'à la co-construction. Merci. Encore peut-être un retour de la salle. Oui. Merci. Je voudrais d'abord avec une collègue, vous faites un travail formidable. Nous nous avons posé beaucoup de questions plutôt au niveau épistémologique, par exemple au niveau de la connaissance. Si on arrive en tant que scientifique avec nos cadres, par exemple théoriques, avec la revue de littérature, on va plutôt dire un cadre plutôt objectif, et puis on arrive avec l'expérience des personnes plutôt subjectives. Donc, comment on arrive à faire en sorte de mettre en communion, en communication, les deux types de savoir, de connaissances, entre l'objectivation des connaissances, comment on arrive à communier les deux niveaux. Et aussi, on a parlé aussi des questions de la symétrie, justement, comment on fait pour mettre en lien les deux. Est-ce qu'on doit mettre en poids, pour dire le scientifique, comme il a plutôt plus de connaissances en quelque sorte? Est-ce qu'on va plutôt valoriser cette connaissance-là au premier niveau, ou bien on va les mettre comment en fait? Comment on arrive à faire valoriser les deux connaissances? Donc, sur la première partie de votre question, c'est sûr que dans notre société, le savoir universitaire, il a un poids, il a une prépondérance, une primauté, si on peut dire, et que ça pourrait, enfin, en tout cas, c'est une difficulté qu'on rencontre tout le temps, de se dire, mais comment est-ce qu'on peut faire pour permettre à ce qu'un savoir d'expérience s'exprime et puisse ensuite dialoguer avec des savoirs théoriques universitaires. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est le poids du collectif, en fait, le pouvoir du collectif. C'est-à-dire que les personnes qui participent à des recherches participatives, par exemple, ou à un temps de croisement des savoirs, ne sont jamais seules. C'est-à-dire qu'elles font partie d'un groupe, elles font partie d'un collectif, et c'est à travers le collectif que des expériences individuelles vont pouvoir se transformer en savoir. Si je dis que j'ai vécu à la rue, si j'explique ce que j'ai vécu et que je pose un certain nombre de choses, en soi, c'est une expérience, c'est un témoignage d'une expérience. Pour que ça devienne un savoir, il faut que plusieurs personnes aient vécu le même type d'expérience et qu'on puisse l'analyser et en tirer quelque chose de l'ordre du savoir. Donc c'est par l'analyse des expériences vécues collectivement qu'on arrive à constituer un savoir. En tout cas, c'est la manière dont on procède. Et les personnes en situation de pauvreté avec qui on travaille, elles ont trouvé une formule qui est assez intéressante. Elles disent « il faut passer du jeu au nous ». Donc comment est-ce qu'on arrive... Voilà, c'est tout un travail de préparation pour que ce savoir collectif puisse s'exprimer. Et puis ensuite, dans la confrontation, dans le travail en groupe, en mixité avec les autres sources de savoir, avec les personnes qui sont soit des universitaires, soit des praticiens, il y a tout un tas de méthodologies qui permettent par différents exercices, différentes approches, que ces savoirs se croisent et que ça puisse construire un savoir qui ne va pas être un savoir, ce n'est pas la somme des savoirs, mais c'est un autre savoir qui va prendre des éléments de tout ce qui aura été apporté, un savoir nouveau, en fait, qui va pouvoir émerger. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais... Merci beaucoup. C'est une question qui va sans doute traverser toutes nos rencontres. Donc, je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter. Les interventions vont se répondre aussi et vos échanges en atelier. Du coup, tu veux peut-être réagir ? Non, c'est intéressant ce que vous posez. Ça me fait penser à un travail d'Audrey Groslo, qui est une collègue de l'Université de Laval. Elle trace un diagramme en 2 dimensions dans lequel elle met l'expérience d'un côté et le degré d'objectivité.
et elle positionne les discours des participants à des recherches justement participatives dans ce cadran-là, en disant que finalement le cadran vers lequel on idéalise, c'est celui qui va cumuler le plus d'expérience et le plus de degrés d'objectivité, ce qui va faire du sens à la fois pour le participant acteur, le praticien, et à la fois pour le chercheur, d'un point de vue épistémologique du coup. Je vous donnerai toutes ces références. Oui. On mettra toutes les ressources biblio en ligne sur le site reunis.org, et donc vous aurez l'accès à l'entrepôt des publications qu'on aura évoquées. On va passer à un mode moins dialogique du coup pour continuer cette table ronde. Donc Pascal Budin va continuer son intervention, Benoît prendra la suite, Benoît Urgeli rebondira, et on vous proposera de nouveau un temps réflexif à ce moment-là. Alors, je vais vous parler maintenant de l'espace collaboratif Croiser les savoirs avec toutes. Il s'inscrit dans cette histoire que je vous ai présentée avant, et il a des finalités très précises. La première, c'est la reconnaissance du savoir issu de l'expérience de la pauvreté et de l'exclusion sociale, et la seconde, c'est l'éradication de la pauvreté. Donc on est toujours dans cette visée dont j'ai parlé tout à l'heure. Face au développement du croisement des savoirs, un certain nombre de questions se sont posées. Des questions d'ordre épistémologique. Qu'est-ce que c'est que ce savoir d'expérience, ce savoir issu du croisement? Comment le définir? Comment le valider? Des questions éthiques. Quelles valeurs veut-on respecter dans le cadre de ce travail? Et des questions méthodologiques. Comment on fait du croisement des savoirs? Et donc, en 2015, ATD Quart Monde a voulu faire un séminaire épistémologique avec d'autres courants de recherche participative qui, eux aussi, cherchaient à faire reconnaître le savoir d'expérience de la pauvreté et de l'exclusion. Donc, le CNAM a accepté de se joindre à nous à travers l'engagement de Marcel Gégère. Et l'objectif du séminaire épistémologique était de produire un argumentaire pour réhabiliter les connaissances des populations exclues. Donc il y a 3 équipes de recherche qui se sont réunies. Une recherche en croisement des savoirs, la recherche sur les dimensions de la pauvreté, la recherche Equisanté Québec. Une recherche par les pairs et une recherche par une université populaire de parents, donc par un groupe de parents d'un quartier populaire qui avait monté une recherche. Ils se sont racontés leurs recherches, leur méthodologie, mais aussi les difficultés qu'ils ont rencontrées. Et de là sont nés 3 axes de questionnement. Un questionnement sur le savoir, comment le savoir se construit, comment le définir, quelle plus-value du croisement, sur le processus, à la fois relationnel, comment on travaille ensemble, et de connaissance, comment est-ce qu'on construit une connaissance nouvelle, et sur la finalité, la reconnaissance et la validation. Pardon, voilà, ça va vous aider à comprendre. Et d'autre part, à l'origine de ce projet de séminaire épistémologique, il y avait aussi la question des injustices liées au savoir. Injustices liées au savoir parce que le fait que certains savoirs ne soient pas reconnus ou pas aussi reconnus que les savoirs scientifiques universitaires peuvent limiter les avancées scientifiques. Les recherches qui se coupent des savoirs issus de l'expérience produisent des connaissances partielles. Elles peuvent parfois se tromper sur la réalité. Et à l'inverse, les recherches participatives ont des mérites scientifiques, car l'enquête est plus complète, la question scientifique davantage éclairée. Et donc, dans la mesure où les recherches participatives ont aussi des vertus démocratiques, de l'ordre de l'émancipation et du développement du pouvoir d'agir, il nous semblait important de travailler sur ces questions-là. Et donc, suite à ce séminaire, et avec le soutien d'un nouveau soutien, celui du GIS Démocratie et Participation sous l'égide du CNRS, et à l'initiative de Marion Carrel, le partenariat a été élargi, une convention a été signée, et l'espace collaboratif a été lancé au CNRS au moment avec l'organisation d'un colloque « Construire les savoirs avec toutes », recherche participative avec les personnes en situation de pauvreté, le 1er mars 2017. Donc il a fallu après un an et demi, pour que l'espace se mette en route.
Et il a donc, comme je l'ai dit avant, il associe des chercheurs, des praticiens et des personnes en situation de pauvreté ou ayant l'expérience de la pauvreté, des praticiennes surtout. Et il a mobilisé une 50aine de personnes réparties en 3 groupes de pairs. La démarche a alterné entre des temps de travail en groupe de pairs et des temps en plénière. Le comité pédagogique qui anime l'espace associe également les mondes de la recherche, des associations et des professions du social, puisque la plupart des praticiennes qui sont présentes dans l'espace sont des praticiennes qui travaillent, issues du travail social. Et puis, il y avait aussi un comité de pilotage et un comité interpartenarial qui réunit les différents financeurs du projet. Je vais vite, ce n'est pas les questions les plus intéressantes pour moi, cette question de l'organisation, mais voilà, ça fait partie du panorama. Alors, comment s'est organisé le travail collectif ? Il y a eu une première phase où plein de personnes sont venues contribuer, ont souhaité participer, mais la difficulté, c'était qu'il y avait alors je vais employer un mot anglais, un turnover, c'est-à-dire à part dans le groupe des personnes en situation de pauvreté, il y avait beaucoup de praticiens, praticiennes qui étaient venus au début, puis qui n'ont pas pu rester, puis d'autres qui sont arrivés, etc. Et au bout d'un moment, l'espace a senti que ressenti le besoin de se stabiliser, de stabiliser les groupes, pour qu'il puisse y avoir ce qu'on a appelé une consolidation des groupes de pairs, c'est-à-dire des personnes qui soient là dans la durée, qui puissent progressivement apprendre à se connaître, à être en confiance, et afin que ça facilite et que ça fluidifie les échanges dans l'objectif de la production d'un savoir commun. Donc, ils ont commencé à travailler à partir de la rencontre avec 2 journées de croisement avec 2 équipes de recherche participatives qui ont été invitées à raconter, à expliquer comment elles avaient travaillé. Donc la première en juin 2018 autour de la recherche participative internationale sur les dimensions cachées de la pauvreté, conduite par ATD Quart Monde et l'Université d'Oxford. Et puis la deuxième en juin 2019 avec l'équipe Cap Droit qui travaille les conditions d'exercice des droits et de l'accompagnement à la décision des personnes vulnérables. Donc, à partir de ces 2 exemples de recherche, il y a eu donc des discussions, confrontations de points de vue, etc., qui a fait émerger un certain nombre de questions épistémologiques, éthiques et méthodologiques qui étaient nécessaires de creuser. On a eu un aléa de taille avec la crise sanitaire en 2020 qui est intervenu au moment où le travail collectif démarrait. Donc ça a poussé les participants à s'adapter, à inventer, à travailler à distance, ce qui est quand même assez compliqué parce que dans le croisement des savoirs, on est beaucoup dans l'utilisation d'outils interactifs, issus de l'éducation populaire particulièrement. Et donc, si on le fait à distance, un photolangage à distance, par exemple, c'est un peu compliqué. Voilà, donc mais ça a permis de maintenir le lien, de maintenir le travail de manière différente. Et ça a permis de maintenir la dynamique pour réussir le retour au présentiel. Quels ont été les résultats de ce travail ? 3 questions de recherche ont été travaillées. Mais avant de regarder ces questions de recherche, un point important, c'est que l'ensemble des participants à l'espace collaboratif dans le cadre du bilan qui a été la rencontre de l'espace collaboratif de l'an dernier, qui était une sorte de colloque de fin en fait. Donc ces participants ont dit combien cette démarche les avait équipés de concepts, de points d'attention construits ensemble pendant les 3 ans et d'expériences vécues dans les groupes qui vont leur permettre d'être mieux outillés pour monter des recherches, pour monter des formations, des actions au croisement des savoirs avec des personnes en situation de pauvreté. Et ils ont aussi dit qu'ils étaient maintenant en mesure de contribuer à cultiver des vertus épistémiques qui leur permettront de ne plus reproduire les injustices
souvent inconscientes, et de pouvoir participer au changement des représentations sur la recherche participative et sur la pauvreté. Donc les 3 questions de recherche qui ont été travaillées portaient sur les groupes de pairs et la non-mixité-mixité. Donc c'est ça dont je vous parlerai un peu plus longuement tout à l'heure. La question de la coproduction des savoirs jusqu'au bout et la question de la validation et évaluation des recherches participatives. Donc ces résultats ont été présentés l'an dernier, les 15 et 16 novembre, lors d'un colloque à la MSH de Paris-Nord. Et la suite, ça a été la reconnaissance de l'espace collaboratif par l'INRAE, dans la mesure où il y a le prix de la recherche participative leur a été attribué en juin dernier. Alors je terminerai sur ce point-là en citant une des participantes au groupe de pairs des personnes ayant l'expérience de la pauvreté, pour qui le prix est, ouvrez les guillemets, une reconnaissance du savoir des personnes qui ont la vie difficile, qui trop souvent se sentent impuissantes pour changer les choses dans leur vie quotidienne et pensent qu'elles ne sont pas entendues. Elle espère maintenant que ce travail ne restera pas dans un tiroir, car il faut que le savoir issu de l'expérience de la pauvreté entre en contact avec tous les savoirs pour que la vie citoyenne change enfin. Il y a vraiment cette idée que ce travail de la recherche participative peut être moteur de changement pour la vie des gens et moteur, comme on le disait un peu tout à l'heure, d'émancipation. D'accord. Donc je vais aller assez vite. Mais alors du coup, je n'ai pas le temps de tout détailler, mais ce n'est pas grave. Vous trouverez des informations dans les documents qui sont en ressources. Donc sur la question de la mixité, non-mixité... Non, si, c'est ça. Oui, c'est ça. La question qui était posée, c'est est-ce que le travail en groupe de pairs est une condition nécessaire pour la co-construction d'un savoir utile contre la pauvreté. Donc il y a une première étape qui a été de définir ce qu'était le groupe de pairs. Donc il y a des définitions théoriques, académiques qui existent, mais le groupe a voulu l'espace a voulu produire sa propre définition. Et donc la définition produite, c'est que le groupe de pairs est un espace de non-mixité qui réunit des personnes se reconnaissant comme ayant une appartenance et une expérience commune. Il sert pour préparer les échanges en groupe mixte. Il permet de rendre visibles des savoirs qui, en général, ne sont pas pris en compte et qui sont utiles à la connaissance. Et ils ont aussi travaillé sur un exemple qui pourra permettre d'éclairer. Après, je serai plus rapide. Donc l'exemple en question, c'est « Je m'appelle Nathalie, je suis une femme de plus de 50 ans, j'ai 3 enfants et suis divorcée. Je suis militante d'ATD Quart Monde. J'habite dans le quartier des 3 cités à Poitiers et je suis femme de ménage, syndiquée, etc. J'ai donc plusieurs casquettes. Selon les contextes, ce n'est pas toujours facile. Par contre, ces différentes casquettes font que je m'identifie à plusieurs groupes de pairs. Les parents d'élèves, les syndicalistes, les militants ATD Quart Monde, le groupe de parole des femmes, etc. Selon mes besoins et mon parcours de vie, je choisis d'appartenir à l'un ou à l'autre de ces groupes de pairs. J'ai une identité plurielle, je ne m'enferme pas et ne me sens pas enfermée dans une case. Dans chacun de ces groupes, je peux parler librement de ce que je vis, être écoutée par d'autres personnes qui partagent des situations similaires. Cela me rend plus forte et m'enrichit de l'expérience des autres. Voilà, c'est un peu un résumé de tout ce qu'ils ont pu produire. Après, il y a beaucoup de choses autour, qui sont plus détaillées. Je ne sais pas combien de temps j'ai encore. 3 minutes. Oui, voilà. 3 minutes. Il y a eu dans la production, il y a eu un premier résultat autour de la question sur la question que le groupe de pairs est indispensable pour rencontrer, travailler avec les autres groupes en mixité dans de bonnes conditions. Donc un point qui est important, qui est ressorti, c'est que le groupe de pairs, il n'a pas une justification en soi. Il est utile dans la construction du savoir commun et pour être en mise en dialogue, pour que la connaissance, le savoir puisse être mis en dialogue avec d'autres groupes de pairs, avec d'autres groupes. Donc cette question de la non-mixité, elle est liée au processus.
Et elle passe aussi, un autre point qui est important, c'est que dans ce groupe de pairs, il est nécessaire d'arriver à un accord. C'est-à-dire que l'accord, ça peut être du désaccord, ça peut être de dire on n'est pas d'accord sur la question. Mais il faut arriver à un point d'accord à partir duquel on va pouvoir travailler, construire avec d'autres groupes. Le deuxième résultat portait sur le fait que le groupe de pairs s'inscrit dans un processus qui nécessite un temps long et qualitatif. Là aussi, c'est important parce que quand on travaille, si on travaille en groupe de pairs, ça multiplie les temps d'échange, ça multiplie les allers-retours entre groupe de pairs, plénière, groupe de pairs, tortue éventuellement. Et tout ça, évidemment, ça prend du temps. Mais ce n'est pas seulement une question de durée, c'est aussi une question de temps qualitatif, c'est-à-dire que ça permet d'aller plus profondément dans le sujet, ça permet de creuser, ça permet de mieux travailler aussi. Donc il y a cette question du temps long, elle est vraiment associée à l'idée d'un temps qualitatif. Et avec aussi le constat qu'on pourrait se dire c'est seulement les personnes en situation de pauvreté qui ont besoin de ce temps en groupe de pairs. Et en fait, le constat, ça a été que les chercheurs d'un côté et les praticiennes de l'autre ont également appuyé cette nécessité en disant mais ça nous permet d'être plus libres dans notre façon de nous exprimer dans un premier temps pour pouvoir après, avec la construction d'une parole collective, aller rencontrer les autres groupes. Et le troisième point important qu'ils ont travaillé, c'était la question de l'animation. L'animateur doit avoir conscience des rapports de domination qui existent dans tous les groupes. Et donc là, ça nous renvoie plus à ce que vous posiez comme question tout à l'heure sur comment l'animateur est garant que dans le groupe, les personnes puissent s'exprimer librement, etc. Et donc ça veut dire qu'il y a à la fois la nécessité de ne pas avoir, qu'il n'y ait pas de lien de dépendance entre l'animateur et son groupe. Par exemple, un travailleur social qui anime un groupe de personnes qui l'accompagnent, ça, c'est pas possible parce qu'il y a un lien de dépendance. Et aussi qu'il ait conscience, l'animateur, qui peut avoir un lien de domination, même sans le vouloir, parce que il y a le temps qui court, il faut finir, etc. Donc plutôt que de laisser le groupe avancer sur une problématique, il va avoir peut-être tendance à se dire on va choisir ça parce que c'est plus facile, parce qu'il faut qu'on boucle, etc. Donc voilà, ce rapport de domination, ce rapport de dépendance est très important. Et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pascal et pour cette richesse. Je pense que ça suscite plein d'envie de discuter, mais donc on vous autorise bien sûr à le faire entre vous à tout moment, dans tous les creux et les pleins qui arrivent. Du coup, je passe tout de suite la parole à Benoît. Peut-être on peut remercier déjà Pascal. Merci beaucoup pour... Merci. Tu es chargé du rebond. Ouais. Bon. À toi. Merci Mélodie. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là aujourd'hui, de venir vous intéresser à cet objet un peu hybride, un peu méconnu, et pourtant l'histoire des sciences nous apprendrait que la recherche participative, c'est pas une grande nouveauté. Je vous conseille l'ouvrage de Clifford Conner 2011 qui s'appelle Histoire populaire des sciences, qui montre comment la science sait alimenter des savoirs des artisans, notamment la géologie par exemple. Nous l'apprendrait aussi comment les mines nous ont permis aussi aux géologues de progresser dans la connaissance. Donc c'est un lien qui est assez ancien et qui s'est aussi distendu probablement à partir du moment où se sont institutionnalisées les sciences en tant que profession et qui a fait que certainement la rupture s'est produite à ce moment-là. Donc nous finalement ce que nous discutons aujourd'hui, c'est cette tentative de réinclusion des scientifiques en société, de la pratique scientifique dans la pratique sociale et l'hybridation des deux. Alors, je suis très content d'être là parce que c'est aussi la forme du colloque qui me convient. Vous êtes certainement tous habitués à ces colloques
long, pas toujours passionnant, je vais dire fastidieux même parfois, où c'est la forme est telle qu'on est frustré à la fin de ne pas avoir eu assez de temps pour discuter ou avancer son expérience. Et ici, je crois que on fait le pari aujourd'hui que c'est nos expériences en tant que chercheurs et en tant que praticiens qui vont aussi nous faire progresser. Alors, j'ai une expérience de chercheur, mais j'ai aussi une expérience de praticien, puisque j'ai été enseignant pendant plusieurs années, enseignant en sciences de la vie et de la terre. Et j'ai commencé à virer dans le monde de la recherche, mais tout en gardant la connexion avec les questions de l'enseignement des sciences. Ce qui m'a permis, en rencontrant la boutique des sciences à Lyon 2, de trouver aussi un dispositif de soutien. Et je trouve que c'est intéressant de regarder aussi ce qu'a proposé ATD Quart Monde, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dispositifs participatifs qui reconnaissent l'importance d'avoir ce que vous appelez un animateur. Nous, on appelle ça en éducation un passeur, c'est-à-dire quelqu'un qui va permettre aux deux communautés de dialoguer. D'ailleurs, l'Institut français de l'éducation est en train de professionnaliser cette mission-là de passeur en éducation, c'est-à-dire quelqu'un qui va, comme le fait très bien la boutique des sciences, d'ailleurs transformer la question de départ de l'association en question de recherche. Ça, c'est vraiment, certains diraient, transformer la question de départ en objet frontière. Je ne sais pas si vous connaissez ce concept en recherche de l'objet frontière qui permet donc aux communautés de travailler autour pour créer une recherche de sens. Alors, j'ai essayé de construire un nuage de mots là, à partir de ce que nos jeunes collègues chercheurs projettent dans la recherche participative, ce que ça veut dire pour eux. Hein, vous voyez, donc, il y a des questions du partenariat, il y a des questions du projet, des acteurs, des étapes. Il y a la question du politique aussi que je trouve très intéressante. Hein, faire de la recherche participative, comme d'ailleurs faire de la recherche quelle qu'elle soit. Il y a des dimensions politiques qu'on occulte un peu parfois, mais pour la recherche participative, il y a probablement il y a deux grandes finalités, d'après ce que disent les collègues québécois qui travaillent depuis longtemps sur ce sujet. Il y a une finalité qui est cognitive, hein, c'est-à-dire qu'on se dit qu'on va faire avancer la connaissance en s'associant justement avec les savoirs de l'expérience. Et puis il y a une finalité politique qu'on voit très bien dans ce que propose ATD Quart Monde et que le chercheur a beaucoup de mal à dire en tant que tel. C'est qu'on pense aussi que ce rapprochement du scientifique et du praticien va permettre de conduire à une forme d'émancipation parce que Paulo Freire appellerait la conscientisation critique. C'est-à-dire que dans l'action, on se rend compte, en se confrontant aux autres, que finalement, on est peut-être dominé, on est dans des rapports de domination, on a un rapport aux institutions qui est tel que finalement, dans cet environnement particulier qui est la recherche participative, on va se permettre de le critiquer et peut-être même de s'émanciper. Et même en allant plus loin que ça, il y a l'idée aussi de donner du pouvoir aux gens, d'empowerment, comme disaient les anglo-saxons, l'idée que ces recherches-là pourraient aussi donner du pouvoir. Alors ça, c'est un idéal. Je pense que ça reste à démontrer encore. Nous manquons de travaux là-dessus, sur l'effet des recherches participatives. J'en parlais avec Hélène Chauveau hier. Je pense que pour l'instant, ce qu'on sait sur l'effet de ces recherches-là, c'est qu'elles permettent aux personnes de se créer un réseau, de se créer une forme de légitimité aussi locale. Hein. Moi, je travaille avec des chercheurs, donc ce que je fais a quand même une certaine reconnaissance, avec des risques d'instrumentalisation d'ailleurs. Également pour le chercheur, hein, qui pourrait dire oui mais moi tu vois je travaille dans la société, je ne suis pas enfermé dans ma tour d'ivoire. Donc il y a aussi des questions de légitimation, de légitimité qui sont derrière ces recherches participatives. Alors, la posture que j'adopte, qui me semble importante à préciser, c'est que je ne suis pas un enthousiaste militant des recherches participatives. Vous voyez, je les regarde avec une posture critique. Mais je n'ai pas un refus épidermique non plus de ça.
Vous voyez, donc c'est cette position-là qui est pour moi la position d'un chercheur. La recherche est critique, la posture critique, c'est celle-là. C'est le refus de dire, bah non, les recherches participatives, c'est n'importe quoi, mais c'est aussi le fait de dire, il n'y a que ça dans la vie, on ne peut pas faire de la recherche si on ne fait pas de la recherche participative. Donc je suis là entre deux. Et en même temps, j'ai une posture citoyenne, puisque je pense que quand on fait de la recherche participative, on a à un moment obligé de clarifier notre posture citoyenne. Moi, la posture citoyenne que je défends, qui est donc ma posture personnelle, que je mets à distance lorsque je travaille en recherche participative, c'est la défense de la démocratie participative. C'est-à-dire l'idée que la participation des citoyens constitue un pouvoir dans la démocratie représentative qui a de l'importance, qui a du sens et qui mérite d'être écouté. Donc voilà, c'est ma posture militante, citoyenne. Donc voilà. Mais quand je fais de la recherche, je la mets de côté et j'essaie d'en voir les limites. Ce que dit Philippe Roqueplot, le sociologue, c'est que tous les chercheurs ont un horizon politique et qu'il est sain pour eux de le clarifier justement pour pouvoir ensuite le mettre à distance et que ceux qui les lisent se rendent compte de l'effet de leur idéologie, de leur militantisme sur leurs travaux. Ça permet donc c'est pour les mettre à distance que je le clarifie. Bon. Alors, j'ai un PowerPoint de 40 pages, donc je ne vais pas vous le montrer, je vais vous le laisser parce que ça me fait peur en fait. Ça ne m'aide pas, moi, le PowerPoint. Ça me met en difficulté parce que je préfère discuter avec vous. Du coup, si j'essaie de synthétiser tout ce qu'il y a derrière cette page très colorée, qui est belle, qui m'a demandé un peu de temps de préparation, dans lequel j'ai mis dialogue, échange, partage, aboutir, vous voyez, donc tout ce qui suit n'est pas du tout inscrit dans ces attentes-là. Ce que je lis sur les recherches participatives et leur histoire, qui est une histoire, je trouve, allemande aussi, dans la théorisation, pendant la guerre, notamment avec l'exil des Allemands aux États-Unis, qui se sont posé la question de comment on peut résoudre ces problèmes politiques. Notamment, je pense à Kurt Lewin, qui a beaucoup théorisé en disant que pour le changement social et pour résoudre ces problèmes, on ne peut pas y arriver seul, on ne peut pas faire confiance au monde politique, et donc il y a peut-être des alliances à construire pour le changement social, et ces alliances-là, on a probablement intérêt à aller les chercher en faisant de la recherche qu'il appelait, lui, de la recherche en plein air. Ce que vous avez appelé, vous, tout à l'heure, qui est une expression qui avait été reprise par Lieberman en 1986, qui parle de la recherche pas sur, mais avec. Voilà. Donc, notamment dans le problème de l'enseignement. En 86, on reprochait aux enseignants d'être trop des exécutants, un reproche qui est toujours. Et donc, les chercheurs s'étaient proposés de les faire travailler pour eux-mêmes imaginer comment ils pourraient être plus efficaces dans leur pratique pédagogique. Donc les recherches avec, il y a toute une terminologie, recherche collaborative, recherche participative. Kurt Lewin parlait de action research, c'était la recherche-action. Je pourrais vous montrer une catégorisation pour mettre de l'ordre là-dedans. Mais ce qui me semble rassembler l'ensemble de ces courants de recherche, et à l'origine de ces courants, il y a un questionnement qui est un questionnement qui vient de la philosophie pragmatique, qui est celui de la séparation entre la théorie et la pratique, entre la connaissance et l'action. La question philosophique qu'il y a derrière ces recherches participatives, c'est elle-là. Est-ce qu'on maintient? Pourquoi? Et si on le rapproche, comment et pourquoi? La question des finalités et de comment on va faire pour rapprocher connaissance et action. Donc, à partir de là, si on tente le rapprochement, il se pose des questions éthiques de la relation, éthique de la participation. Quelles sont les valeurs qui vont faire qu'on va travailler dans la relation? Comment je considère l'autre? Quel rapport j'ai à lui dans le projet qui est celui d'une recherche? Il y a aussi des considérations épistémologiques, c'est-à-dire comment je vois la construction du savoir. Est-ce que j'arrive avec la posture du savant face à l'ignorant, ce que les Anglais appellent la posture déficitaire? À titre personnel, je défends une posture anti-déficitaire, c'est-à-dire que je suis contre l'idée qu'il y a des savants et des ignorants. Je pense que nous avons tous des savoirs, de l'expérience, et que c'est dans la mutualisation
et donc dans l'adoption de cette posture-là qui fait ce pari-là, que peut émerger de la nouveauté. Et puis il y a des questionnements politiques aussi sur le sens de ce qu'on donne à ces savoirs, comment on veut les faire vivre ensuite en société, sachant qu'ils ont été produits par la société. Donc des questionnements à la fois éthiques, épistémologiques et politiques derrière ces recherches. Bon, alors, en France, on a la chance en 2016 d'avoir eu un comité qui a réfléchi sur ces recherches participatives avec un chercheur qui s'appelle Houillet, HOU2LIER, qui produit un rapport en 2016 qu'il remet à la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, et qui, à partir de là, va permettre de définir une charte qui va définir ce que sont les sciences participatives, et qui va demander aussi à certaines institutions de recherche et aussi à des ONG et à des associations de s'engager sur le respect de cette charte des sciences participatives que vous trouverez en ligne, je vous donnerai les références, qui date de 2017. Alors elle est intéressante parce qu'elle donne une définition des recherches participatives, qui, comme toute définition, ne demande qu'à être démontée, qui donne aussi un certain nombre de valeurs, des principes déontologiques, et puis des conditions de réussite. Vous voyez que la réflexion a été poussée assez loin. Bon, donc elle a le défaut d'une forme de normalisation ou de normativité dans les recherches participatives. Je laisserai plutôt ouvert, moi, la question, par exemple, des conditions de réussite. Je pense que c'est alors, ils disent que pour les conditions de réussite, il faut des outils numériques. Je suis un peu sceptique sur cette condition de réussite-là. Enfin, moi, je ne suis pas fan du tout du numérique. Bon, voilà, donc ça mériterait d'être discuté. Mais je vous invite à regarder cette charte. Je vous la mettrai à disposition. Allez, je ne peux pas m'empêcher d'aller voir la diapositive. Ouais. Tiens, attendez, je peux prendre la main ? Oh, des flèches par là. Oui, non, sinon, il y a le mulot. Alors, super. Donc, je reviens en arrière. Donc, je voulais aussi vous dire que la conception de la participation, donc cette éthique de la relation, elle est aussi questionnée depuis longtemps. Je participe, tu participes, mais qui est-ce qui profite à ça ? La question de l'instrumentalisation. Il m'arrive souvent de voir des associations qui viennent nous chercher, mais je sens que ce qu'ils viennent chercher, c'est le tampon académique. C'est certifié conforme, vous savez, comme sur les dentifrices, la science a prouvé que, ou les crèmes. Je leur dis rapidement que nous, c'est pas notre travail, ça. Nous, on va prendre avec vous le pari de découvrir les savoirs qui font sens pour vous, qui sont consensuels, mais aussi on va essayer de pointer ce qui est critique chez vous, ce qui est discutable, ce qui est conflictuel. Donc si vous travaillez avec nous, prenez aussi conscience que vous risquez de découvrir des choses qui ne vont pas vous faire plaisir, en fait. Et donc souvent, quand on dit ça, il y a soit un recul, soit la demande d'une clause de confidentialité. Donc vous voyez que là, on brise un de nos enjeux qui était celui de l'open science. Quand je travaille par exemple avec des associations qui luttent contre l'antisémitisme, vous voyez laquelle je veux parler, la LICRA, je fais de la recherche participative avec eux, on a des clauses de confidentialité. Donc on travaille avec la Fédération Léo Lagrange qui milite pour l'éducation relative à l'environnement, avec nos collègues du Québec. Il y a aussi une clause de confidentialité, c'est-à-dire que ce que vous allez découvrir, nous on veut le garder pour nous en fait, parce que ça va nous faire avancer nous. Et ça met en tension le chercheur. Du coup, soit il se retire, soit... bon. Alors donc on leur dit qu'on est là pour comprendre. Bon, souvent ils nous disent ça sert à quoi de comprendre. Donc ils nous poussent aussi à aller vers la question du militantisme. Donc on clarifie notre posture assez rapidement en disant que voilà, nous on défend la démocratie participative, donc, mais on n'en est pas non plus convaincu que ça marcherait bien. Donc on travaille là aussi sur ce questionnement-là. Oui, ça va aller. Non, mais de toute façon, je pense que je vous ai dit l'essentiel, puis surtout, je balance un peu dans tous les sens, mais c'est pour qu'on puisse se revoir pendant ces 3 jours et que vous me disiez non, je ne suis pas tout à fait d'accord ou ça m'a l'air un peu plus compliqué que ça. Je vous signale juste des événements qui m'ont l'air importants. En France, dans la francophonie, par exemple, ce colloque sur l'accès au terrain
Je trouve que c'est très intéressant. En recherche participative, c'est une question centrale. Comment on va aller sur le terrain? Avec qui? Quand? Les temporalités de la recherche ne sont pas les temporalités des associations. Vous ne pouvez pas débarquer quand vous voulez dans une association pour faire votre recherche. Il y a des temps, il y a des organisations, donc il y a aussi des lieux qui doivent se discuter, des temps et des lieux. Faire de la recherche participative, c'est aussi penser les lieux et les temps. Donc ce colloque-là, qui est organisé par HEC Montréal, gratuit, voilà, vous pouvez vous y inscrire, vous dites que c'est moi qui vous envoie, puisque la date limite de soumission est passée, mais vous pouvez y assister, c'est en ligne, donc pas de souci, intéressant. Il y a aussi nos collègues de l'ADEME. Donc les questions et recherches participatives, actuellement, c'est beaucoup sur les questions de santé, d'inclusion, de genre, d'éducation et d'environnement. Je fais partie de la chaire de Lucie Sauvé à l'UQAM, de centre d'éducation relative à l'environnement avec Laurence Brière maintenant, qui est un centre très actif et qui est militant. La première fois que j'y suis allé, je me suis dit, tiens, ils font pas de la recherche, là, ils militent. Enfin, il y a presque des panneaux, ils descendent dans la rue pour faire une marche pour le climat. Et pourtant, ça ne pose pas de problème. Le travail de recherche qu'ils fournissent est particulièrement intéressant. Et donc vous voyez qu'en France, on commence à se poser la question. L'ADEME réalise qu'il y a peut-être des choses intéressantes à tirer sur les recherches participatives, donc dans leur projet qui s'appelle « Co-construction de connaissances pour la transition écologique et solidaire ». Donc une collègue du CNRS est engagée là-dessus. Elle m'a donc dit de vous transmettre l'information parce que ça pourrait être intéressant de voir ce qu'ils en tirent pour la recherche participative. La charte, je vous en ai parlé. Bon, et puis sachez que Houillet, justement, est assez intéressant parce qu'il a fait une catégorisation des différentes familles de recherche. Je trouve que c'est intéressant pour voir les objectifs. Vous voyez, la production de connaissances. Moi, je verrais deux grands objectifs aux recherches participatives. Comprendre, au sens de Bourdieu. Je veux comprendre ce que vous faites. Et puis des objectifs beaucoup plus engagés qui sont la transformation, le changement social, et donc dans lequel je mettrai les recherches-actions au sens de Kurt Lewin. Donc on est un peu tiraillé entre ces deux. Moi, à minima, je m'engage dans des recherches collaboratives, c'est-à-dire compréhensives. Et puis, je me dis que peut-être qu'émergera du changement, mais j'en suis pas encore parfaitement convaincu. Voilà, le reste, c'est les ancrages théoriques, philosophiques. Voilà, mais je resterai juste sur cette catégorisation. Et puis oui, vous donnez peut-être un petit document qui est très intéressant, qui s'appelle le Dictionnaire de la participation. En ligne, gratuit, c'est vraiment un truc de fou, qui m'ont fait découvrir les collègues des sciences politiques. Ils me font toujours peur, les collègues des sciences politiques, parce qu'ils réfléchissent beaucoup et ils ont aussi une culture. Voilà, dans leurs phrases, sur 10 mots, il y en a 5 qui sont des références à des auteurs que si tu n'as pas lu, Bon. Mais en même temps, dans ce dictionnaire, ils ont fait un effort de démocratisation de ce qu'ils savent. Et donc, c'est très intéressant. Vous pouvez taper les mots participation, vous pouvez taper les mots engagement, vous pouvez taper les mots militantisme. Démocratie participative, et vous allez trouver des articles très passionnants, très, très synthétiques et avec une bibliographie qui va vous permettre de rebondir et de vous faire une idée un peu. Il y a aussi l'article Recherche participative qui est écrit par la Canadienne Martha Anadon, voilà, où elle donne deux définitions. I stop here. Merci beaucoup, merci Benoît. Alors à partir de cet instant, nous sommes au-delà du temps. Donc ce que je vous propose, c'est d'avoir le retour de Pascal sur la présentation de Benoît, préparer une ou deux questions si vous le souhaitez, ensuite on filera manger tous ensemble au 32. Pascal. Moi je voulais juste rebondir sur 2 points. Vous avez parlé de la question de l'émancipation, de la légitimité ou pas, que dans le cadre des effets des recherches participatives. Alors, c'est un constat qu'on fait qui n'a pas fait l'objet d'une recherche, mais c'est vraiment un constat très fort de l'impact que peut avoir la participation
action participative, en croisement des savoirs ou autre, mais pour les personnes qui les vivent, qui participent, en termes d'émancipation personnelle. Et c'est quelque chose qu'on voit mais tout le temps. Donc bien sûr, ce serait intéressant de creuser cette question de manière scientifique, de manière sous forme d'une recherche, mais nous, c'est de l'observation en tout cas de ce que ça peut produire. Et je vais vous donner juste un exemple parce que je trouve que c'est significatif. Dans la présentation que vous avez faite tout à l'heure, vous avez dit que j'ai participé au copilotage du projet OSER, Osons les savoirs d'expérience de l'exclusion. Et ce projet, il a été monté justement à partir de ce constat que des personnes qui avaient participé à des recherches, à des formations au croisement des savoirs, avaient développé des savoirs, des savoir-faire, des compétences qui pouvaient être utiles dans le cadre du travail social, de l'animation sociale, de la médiation. Et donc ce projet, c'était de monter une formation préqualifiante pour les aider à valoriser ces compétences acquises par l'engagement pour les transformer en compétences métiers et leur permettre d'accéder à des formations. Donc voilà, c'est juste un exemple. Alors ça n'a pas valeur universelle, mais on sent qu'il y a cette... nous, on observe en tout cas qu'il y a que l'émancipation, elle est réelle. Je suis... je dirais, assez convaincu de l'émancipation individuelle, mais ce qui m'intéresserait plus en tant que chercheur, c'est est-ce qu'il y a de l'émancipation collective ? C'est-à-dire, est-ce que ça permet à ces personnes de se structurer indépendamment et donc de prendre en charge les problèmes qui les concernent et de se structurer ? C'est ce qui me paraîtrait, moi, une belle réussite en termes de démocratie participative. Mais je pense que ça reste à regarder. Alors, mais je pense qu'on va être à l'échelle de l'ouverture à ce stade. On ne pourra pas répondre, je pense, maintenant à ces questions qui sont des questions centrales. Et d'ailleurs, même s'il y a des retours de la salle, je vous propose que ce soit des questions ouvertes adressées à l'ensemble des participantes et participants du colloque et qu'on ne rentre pas forcément dans la question-réponse. Mais voilà, comment, quelque part, on est en train de problématiser aussi ces rencontres là en ce moment. Donc, s'il y a des fils qui vous paraissent importants à tirer, Christina. Oui. Éventuellement, si le micro est quelque part. Oui. Merci. Un petit bouton. Ouais, ça marche. Ouais. Merci beaucoup pour vos présentations. J'aurais plein de questions, mais je laisse ça pour l'après-midi et les prochains jours. Je voulais vous remercier pour les références que vous avez données, pour vos retours d'expérience très riches. Je voulais juste ouvrir rappeler en fait que la recherche participative est née aussi, a été très développée dans le sud du monde. Je pense notamment à l'Amérique latine et j'imagine en Afrique aussi, mais je connais moins. Et je pense que c'est important de rappeler qu'en fait, dans d'autres espaces géographiques et politiques, l'urgence d'impliquer, comme ça a été rappelé par le collègue du Sénégal, est plus pressant, plus puissant, parce que l'autre est là, derrière la porte de la salle de conférence, et voilà, les problématiques sont urgentes. Donc les solutions aussi, les démarches qui ont été développées dans ces contextes sont, je pense que nous, en tant qu'Européens, on doit vraiment regarder vers ces côtés du monde. Et deuxième ouverture, c'est qu'en fait, je vous remercie déjà pour la référence de Paulo Freire, qui est très importante. Je voulais juste donner une autre référence, et je pense à Bell Hooks, qui en fait, dont le travail s'appuie aussi sur la pensée de Paulo Freire. Et en général, je pense que c'est important de rappeler que la position des femmes dans les sciences a participé très fortement à casser en fait l'androcentrisme des sciences, l'autoritarisme des sciences, cette idée de qui produit la connaissance, avec toutes les conséquences épistémologiques, méthodologiques et politiques, éthiques dont on a parlé ce matin. Et donc plus particulièrement même certaines thématiques comme l'étude des violences des genres, par exemple, se nourrissent en fait des pratiques des femmes, des pratiques savantes et des savoirs pratiques. Donc il y a aussi, ça c'est juste un exemple de comment en fait la dialectique entre chercheurs, militantes et sujets d'expérience a pu en fait aboutir à une production de connaissances très importante. Merci.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre prise de parole? Deux. Alors on va s'autoriser les deux. Je vois le micro qui se rapproche. Merci pour votre prise de parole. Je pense que je voulais ajouter aussi que l'instrumentalisation, elle se passe des deux côtés. Donc, autant du côté académique, souvent, on va chercher ce saut d'approbation-là de on fait de la recherche communautaire, on est en lien avec les organisations sur le terrain, puis il y a vraiment un danger. En fait, la recherche est très souvent extractiviste sur le terrain, mais je voulais juste, c'est ça, dire que l'instrumentalisation, elle se passe des deux côtés. Puis je pense qu'en tant que chercheur, c'est aussi vraiment notre responsabilité d'essayer d'être le plus honnête, puis le plus équitable, d'essayer de redonner, donc de partager aussi les savoirs. Merci. Et Rokhaya, qui souhaitait prendre la parole? Bonjour tout le monde. Je vous remercie de vos exposés qui sont utiles pour nous. Donc, c'est par rapport à la pauvreté dont vous avez parlé. Vous savez, la pauvreté, c'est quelque chose que chez nous, le pauvre n'ose pas s'identifier. Et j'aimerais savoir, chez vous, comment vous faites pour choisir votre cible. Par exemple, vous dites que vous avez lu une lettre, ça veut dire qu'il y a des personnes qui vous écrivent pour faire partie de vos groupes. Mais comment vous faites pour identifier que telle ou telle personne est pauvre ou a vécu la pauvreté ou est en train de vivre la pauvreté? Alors, je vais essayer d'aller vite, mais la question, enfin, pour nous, la question d'aller à la rencontre des personnes pour leur proposer une participation, elle passe par les associations. En fait, c'est à travers des associations qui sont soit des associations de quartier, soit des associations, de lutte contre la pauvreté ou l'exclusion, ou des associations qui travaillent sur le pouvoir d'agir. Voilà. C'est par le biais d'associations. On ne va jamais aller chercher des personnes de manière individuelle. D'abord parce que c'est les mettre ça peut être une mise en danger pour elles-mêmes, et puis parce que le collectif apporte un soutien, permet aussi de retourner à certains moments vers ses pairs et vers les personnes du collectif, de pouvoir vérifier que ce qui est travaillé, ça va bien dans le bon sens, qu'on reste dans la réalité, qu'on reste ancré en fait dans un milieu. Donc c'est beaucoup en passant par le collectif, en fait, par des collectifs. Et j'ajouterais juste une dernière chose, c'est que dans le cadre de la recherche internationale sur les dimensions de la pauvreté, on a travaillé avec 3 pays du Sud, la Tanzanie, le Bangladesh et la Bolivie. Et dans les 3 pays, donc en Bolivie, c'était l'association avec qui on a travaillé, c'était ATD Quart Monde. Mais en Tanzanie et au Bangladesh, c'était d'autres associations qui ont manifesté de l'intérêt pour la recherche et qui ont du coup rassemblé des personnes et travaillé avec ces personnes. Enfin, amené, voilà. On est toujours dans cette dimension-là. Merci beaucoup. Juste avant de vous inviter à aller au restaurant, je tirerai 4 fils rapides, moi, en tout cas, de ce que je retire déjà des intérêts qui convergent à la fois avec la salle et des interventions. Quelque chose qui est revenu plusieurs fois, c'est l'éthique de la relation. Hein. Moi, je le mets en lien avec la question de l'épistémé et de l'épistémologie, c'est-à-dire que dans l'épistémologie, il y a un rapport au monde et c'est un rapport aussi à l'autre, un rapport à ce qu'on interroge en recherche. Et il me semble que c'est déjà central dans nos échanges. Qu'on a aussi une question liée à la méthode du commun, que moi je formulerais comme ça, en tout cas, avec des propositions différentes selon les contextes. Comment on fait commun, à partir d'où on fait commun, et comment on construit ça méthodologiquement. Et puis la question du savoir et de la puissance d'agir. Comment ça s'articule, en fait, ces deux éléments qu'on a souvent tendance à vouloir mettre ensemble, mais comment on fait concrètement dans vos pratiques respectives. Puis un dernier point qui est aussi là souvent un point de crête dans nos questions liées aux recherches participatives, qui est celui de la pertinence et de la fiabilité des savoirs construits.
Alors, pertinence et fiabilité qui est parfois prédéfinie par la science telle qu'on veut l'intégrer, mais qui parfois demande une redéfinition. Moi, j'évoquerai là le travail de Léo Koutelek, notamment sur les sciences impliquées, qui, à mon avis, du point de vue de la philosophie et de l'épistémologie, est très intéressant sur ces questions. Et en tout cas, je vous remercie beaucoup parce que c'est déjà très riche et stimulant. Donc, on va continuer autour du repas. On se rend tous ensemble vers le restaurant 32. Normalement, vous ne devez pas vous perdre parce que c'est à 5 minutes. Donc, voilà. Merci à tout le monde.